Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. Alors qu'elle semblait initialement appartenir à l'univers de la science-fiction, la question du transhumanisme s'impose de plus en plus à nous comme une réalité avec laquelle nous devrons composer, individuellement et collectivement. Qu'est-ce que le transhumanisme exactement et quels sont ses enjeux? Pourquoi nous séduit-il et en quoi nous menace-t-il néanmoins? Pour nous éclairer et y comprendre quelque chose, je reçois aujourd'hui le philosophe Olivier Rey qui a publié L'heure et malheur du transhumanisme. Olivier Rey, bonjour. Bonjour. Alors, question première, question toute simple probablement, comment définir le transhumanisme puisque plusieurs définitions circulent à son sujet, donc comment le définiriez-vous? Eh bien, écoutez, nous sommes arrivés à un moment du développement technologique où la technique qui jusque-là avait servi aux hommes à transformer la nature autour d'eux, il devient envisageable d'utiliser cette technologie pour agir sur les êtres humains eux-mêmes, non plus seulement pour les réparer, ce qui était la tâche jusque-là de la médecine, mais aussi pour les augmenter. Et on envisage des augmentations si importantes que les êtres humains ainsi augmentés ne seraient plus vraiment des êtres humains, mais ressortiraient à une nouvelle espèce. Et c'est à cela que fait référence le de transhumanisme, à la fois au fait que l'humanité telle que nous la connaissons aujourd'hui ne serait qu'un état transitoire vers une humanité augmentée, et par ailleurs le fait que ces êtres nouveaux, augmentés, seraient transcendants par rapport aux êtres humains que nous sommes. Alors, définition qui nous amène à cette idée que l'être humain voudrait se produire lui-même, en quelque sorte. On peut dire que la vie était accueillie, on pouvait la soigner, on pouvait chercher à la transformer, mais l'homme ne se voyait pas comme son propre créateur. Est-ce qu'on peut dire que le transhumanisme répond à ce qu'on pourrait appeler le fantasme d'auto-engendrement qui loge dans la modernité, cette idée que l'homme disposera un jour des moyens pour se produire lui-même comme s'il était un objet? C'est-à-dire que effectivement, ça joue en tout cas sur ce fantasme de l'auto-engendrement qu'on voit d'ailleurs à l'œuvre sur d'autres sujets qui sont connectés. Par exemple, le transsexualisme est quelque chose qui est aussi qui participe de cette même volonté d'emprise de l'esprit, pourrait-on dire, sur le réel dans son ensemble, y compris dans ce que l'on prenait jusque-là pour des données intangibles. D'ailleurs, James Hughes, qui a été un des fondateurs du mouvement transhumaniste, dit que les transsexuels sont la pointe avancée aujourd'hui du transhumanisme. Mais là, on reconnaît effectivement tout à fait cette mentalité qui vise à une hégémonie de la volonté sur le réel. Alors, le transhumanisme, longtemps relevé probablement à sa manière de l'univers de la science-fiction, peu à peu, nous apprenons à le prendre au sérieux, et il faut bien convenir d'une chose, s'il en inquiète plusieurs, il en séduit bien d'autres. Quelle est la force de séduction de cette, je ne dirais pas cette idéologie, mais à tout le moins ce courant nouveau? Comment expliquer que certains êtres humains ne soient pas, que certains intellectuels, les scientifiques, ne soient pas effarés par cette possibilité nouvelle, c'est-à-dire un homme qui est à lui-même qui se voudrait lui-même son propre créateur, qui voudrait se modifier technologiquement? Comment expliquer, autrement dit, la part de séduction qu'il y a dans le transhumanisme? C'est-à-dire que la difficulté que l'on a aujourd'hui de plus en plus à concevoir la vie comme quelque chose qui se développe à partir d'un donné, vient aussi, il me semble-t-il, de modifications très très profondes dans nos modes de vie. Il faut bien se rendre compte que l'humanité aujourd'hui vit dans des conditions vraiment singulièrement différentes de celles qu'a connues l'humanité depuis qu'il y a des hommes sur Terre.
En particulier, aujourd'hui, avec une division du travail extrême, en fait, chacun d'entre nous est invité à remplir une tâche extrêmement spécialisée, en l'échange de laquelle il reçoit de l'argent, et avec cet argent, il va aller acheter de quoi satisfaire ses besoins. Mais cela veut dire que, en fait, chacun d'entre nous n'a accès qu'à une toute petite part de la réalité, et que pour le reste, tous ces rapports avec le monde sont médiatisés par un gigantesque système logistique dont il paye le fonctionnement avec de l'argent. Mais ça veut dire aussi que le réel est mis à distance de chacun d'entre nous par ce gigantesque système logistique. Et c'est ce qui fait que finalement, à partir du moment où, si vous voulez, le paysan, il sait que la nourriture, le paysan ou le chasseur-cueilleur, ou ensuite le paysan, il savait bien que pour remplir son assiette, il fallait composer avec la nature, avec le réel. Aujourd'hui, la plupart des gens n'ont pas de rapport direct avec la nature, sinon peut-être un tout petit peu en vacances, et puis sinon, ils sortent leur carte de crédit et leur assiette se remplit. Et donc il y a quelque chose presque de magique, on dit assiette remplis-toi, et elle se remplit. On pianote sur son smartphone, et puis un livreur Uber vient apporter la pizza ou les sushis ou que sais-je. Et donc finalement, à partir du moment où il y a ce réel qui est mis à distance par tout ce système logistique, on en vient à penser que n'importe quoi du réel est à disposition, que l'on peut passer commande du monde, et donc y compris de soi-même. Hein. Alors nous serions déjà en fait dans un univers à ce point artificialisé que la dernière étape, c'est-à-dire l'artificialisation de l'homme, ne nous surprendrait plus? C'est-à-dire que je pense effectivement que à partir du moment où on est dans cette mentalité du monde comme étant ce dont on passe commande, après tout, il n'y a pas de limite à ce dont on pourrait passer commande, y compris ses caractéristiques personnelles, par exemple, qui deviendraient également appréhendées sur le même modèle. Alors, nous arriverons bientôt à la question de la figure du cyborg, parce que lorsqu'on pense au transhumanisme, on a quelquefois des images très caricaturales de la chose, des puces au cerveau, une espèce d'augmentation des capacités intellectuelles, justement, par des renforts technologiques. Mais dans votre ouvrage, vous suggérez qu'il peut prendre peut-être des visages, peut-être n'est-ce pas directement du transhumanisme, mais un visage beaucoup plus anodin dans notre vie quotidienne. Vous parlez, par exemple, du Ritalin, ou je crois qu'on dit en France de la Ritaline. C'est-à-dire, nous avons aujourd'hui des sociétés qui sont de moins en moins capables de produire les conditions culturelles, sociologiques de la concentration. Les conditions culturelles qui permettraient à un enfant, normalement, de se concentrer minimalement. Et plutôt que d'agir sur ces conditions culturelles et sociologiques et écologiques, autrement dit, l'environnement qui fait en sorte qu'aujourd'hui, de plus en plus, les enfants peinent à être capables de se concentrer, notre réponse consiste à nous attaquer aux symptômes, finalement, la question de la concentration par le biais d'une forme de régulation pharmaceutique des émotions et de la concentration, plutôt que d'agir sur la société qui, dans son ensemble, n'est plus capable de fabriquer des enfants concentrés et un tant soit peu équilibrés. Donc, est-ce qu'on peut dire que la gestion pharmaceutique, la régulation pharmaceutique des émotions, des comportements que vous évoquez à travers la question du Ritalin, est-ce qu'on peut dire que ça annonce, en quelque sorte, cette mutation transhumaniste? En tout cas, ça en fait partie très très clairement. Mais vous avez fait allusion à la notion de cyborg. Quand on y réfléchit, c'est très intéressant. C'est une notion qui a été introduite par deux chercheurs américains en 1960 dans le contexte de la conquête spatiale. Puisque en fait en 57 les soviétiques avaient été les premiers à lancer un satellite terrestre, et puis ensuite ils avaient été les premiers à envoyer un homme en orbite dans ce satellite, et à ce moment-là les États-Unis, étant très vexés de s'être laissés distancer dans cette conquête de l'espace, se sont lancés à corps perdu dans un grand programme pour montrer que la technologie américaine était meilleure. Mais d'emblée, quand les gens essayaient de trouver des intérêts autres que symboliques à cette conquête spatiale, on se rendait bien compte que la conquête de la Lune, qui allait finalement aboutir en 1969 avec les missions Apollo,
n'avait vraiment aucun autre intérêt que de distancer les soviétiques, mais on se disait que la conquête spatiale ne pourrait donner éventuellement des résultats intéressants que s'il y avait des hommes qui pouvaient voyager beaucoup plus longtemps. Et à ce moment-là, quand on s'est mis à envisager des voyages de grande durée dans l'espace, on s'est rendu compte immédiatement que c'était le corps humain qui était le maillon faible. Parce que le corps humain, il est fait pour vivre dans une certaine atmosphère, avec un certain champ de gravité, et que recréer à l'intérieur des vaisseaux spatiaux des conditions équivalentes était extrêmement compliqué. D'où l'idée émise par certains chercheurs que plutôt que de chercher à recréer dans l'espace des conditions qui ressemblent aux conditions terrestres, il valait mieux modifier les astronautes, les amalgamer avec la machine de telle manière qu'ils puissent continuer à vivre dans l'environnement intersidéral particulièrement hostile. Et cyborg, c'est la contraction de cybernetic organism. C'est justement ça désigne cet amalgame de l'homme avec la machine pour le rendre capable de vivre dans des conditions pour lesquelles il n'est pas fait. Et je pense que si je me suis étendu sur cette origine, c'est que ça nous permet aujourd'hui d'envisager d'une autre manière le transhumanisme qu'on nous propose. C'est-à-dire que tout le discours qui nous est avancé en faveur du transhumaniste, c'est un discours de l'épanouissement personnel, de l'augmentation, de la réalisation de ses désirs. Et en fait, si on regarde la généalogie avec le cyborg, en fait, c'est plutôt nous permet de continuer à vivre dans un environnement extrêmement dégradé qui nous est de plus en plus étranger, auquel nous avons de plus en plus de mal à faire face. Et donc, au lieu de se dire parce que le développement technologique, il a été quand même soutenu par l'idée que la nature était un monde pour l'être humain qui avait des côtés accueillants, mais aussi des côtés hostiles. Et la technologie allait nous permettre de davantage dominer notre environnement. Et puis après 2 siècles de grandes transformations, on s'aperçoit qu'on est peut-être allé trop loin parce que on a finalement engendré un environnement qui est tellement décalé par rapport à nos facultés naturelles que c'est à nous désormais de nous adapter à ce nouvel environnement. Et au lieu de se dire peut-être de réfléchir au bon degré de technologie pour que les avantages l'emportent sur les inconvénients, eh bien, quand les inconvénients apparaissent, on va se dire qu'on va les résoudre technologiquement dans une course infinie. Et donc, en fait, là, c'est exactement le cas de la concentration et rentre exactement dans cette catégorie. C'est-à-dire qu'on a un mode de vie aujourd'hui qui rend l'exercice d'un certain nombre de nos facultés naturelles de plus en plus difficile. Et au lieu de chercher à rester dans un environnement qui permet un bon usage de ses facultés, eh bien on se dit non, on laisse la course technologique se poursuivre et on va essayer de trouver des réponses technologiques à nos problèmes. Il y a des chercheurs canadiens, d'ailleurs Nicolas Ledevedec en particulier, avec Joanne Collin aussi, ou Fanny Guis, qui ont écrit d'excellents articles sur la pharmacisation de la société, où finalement nous devenons tous malades parce que à cause des problèmes d'adaptation grandissants que les êtres humains standards que nous sommes avons de plus en plus avec l'environnement dans lequel nous sommes appelés à vivre. Il y a aussi des chercheurs allemands, alors là c'est absolument délirant, qui ont publié des articles de recherche pour chercher des substances qui nous rendraient plus aptes à vivre dans des environnements multiculturels, par exemple. Ah oui, d'accord, tout de même. Alors, dans cet esprit, on a parlé de la modification du comportement minimalement, mais le projet transhumaniste va beaucoup plus loin que ce qui, encore aujourd'hui, est vu comme appelons ça des substances, je donne l'exemple du Ritalin, qui permettent d'améliorer ou de contenir des trucs relevant du quotidien. Le projet transhumaniste va beaucoup plus loin. On pense quelquefois à une transformation véritablement de l'homme, c'est-à-dire l'idée d'une modification, de l'intégration de la technologie au corps humain et ainsi de suite. Pouvez-vous nous donner quelques exemples des ambitions qui vous semblent peut-être les plus exagérées du transhumanisme aujourd'hui, qui relèvent peut-être de la science-fiction pour les 10 prochaines années, mais dans les 50, 60 prochaines années, on pourrait croire que ces idées, ces élucubrations, pour certains, ces rêves, ces cauchemars,
finirait par mordre sur l'humaine nature? C'est-à-dire que bon, il y a les promesses les plus extrêmes. Bon, c'est la disparition de toutes les maladies, la disparition du vieillissement, la disparition de la mort, l'amalgame total de l'être humain avec la machine, le branchement direct du cerveau et sur la machine, la symbiose entre l'homme et l'ordinateur, etc. Tout cela, ce sont des promesses qui à mon sens ne sont pas sérieuses, qui viennent vraiment d'une mentalité d'ingénieur informaticien transposée sur du vivant. Et si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que quand les premiers calculateurs électroniques sont apparus, on les a qualifiés de cerveaux électroniques, hein, parce que pour la première fois, on avait des machines qui réalisaient certaines tâches que seuls des cerveaux humains jusque-là avaient été capables de réaliser. Et puis en fait, au bout d'un moment, la métaphore s'est retournée, c'est-à-dire que l'ordinateur est devenu le modèle du cerveau, et beaucoup se sont mis à imaginer que le cerveau n'était rien d'autre qu'un ordinateur organique, fait de viande d'ailleurs, avec le dégoût qu'il peut y avoir dans ce type de phrase. Et donc à partir de ce moment-là, eh bien, il n'y a aucune raison que qu'on ne puisse pas brancher le cerveau sur la machine et l'augmenter de la même manière qu'on augmente les capacités d'un ordinateur. Mais là, c'est prendre une métaphore pour la réalité. Et un chirurgien du cerveau, par exemple, en fait, il se garderait bien de ce genre de choses. Alors, en fait, parmi les gens qui véhiculent ce type de promesses, je pense qu'il y a un certain nombre de nigauds qui se laissent déborder par leur fantasme et voilà, qui donc prennent leur désir pour des réalités réalisables. Et puis il y a aussi beaucoup de cynisme, parce qu'il faut bien voir que nous sommes dans une période historique particulière. Il y a un livre intéressant pour le comprendre de Jean-François Lyotard, La condition postmoderne, qui est d'ailleurs le résultat d'une commande qu'avait fait le gouvernement du Québec à Lyotard à la fin des années 70 sur le statut du savoir au XXe siècle. Et Lyotard avait constaté que nous étions à une époque où les deux grands récits, les deux méta-récits qui avaient porté le développement scientifique, technologique au cours des 2 derniers siècles était en bout de course. Il y avait le grand récit de l'émancipation. Grâce au développement scientifique et technologique, l'être humain allait s'émanciper. Et puis il y avait le grand récit plutôt allemand de l'accomplissement de l'esprit avec une majuscule dans l'histoire, grâce également au progrès scientifique et technique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le XXe siècle a quand même été assez cruel avec ces deux grands récits, puisqu'il a montré que le développement scientifique et technologique pouvait aussi bien servir à l'asservissement de l'être humain qu'à son émancipation, et n'offrait aucune garantie contre la nuit de l'esprit. Et à ce moment-là, Lyotard dit comment ce mouvement va réussir à se perpétuer alors que ces deux grands récits qui le soutenaient ne sont plus crédibles. Eh bien, en fait, il va y avoir, finalement, on va basculer dans un nouveau régime du savoir qui est simplement quelque chose de très pragmatique. D'ailleurs, on a tendance à beaucoup moins parler de progrès, de beaucoup plus parler d'innovation. Bon, il faut innover, mais c'est une sorte de dynamique qui doit se poursuivre. Mais ceux qui ont intérêt à ce que cette dynamique se poursuive ressentent que pour faire adhérer les populations de plus en plus dubitatives sur les bénéfices à attendre de la poursuite de ce mouvement, eh bien, il faut leur offrir un nouveau grand récit de remplacement. Et le transhumanisme fait partie de cette tentative de fournir un grand récit de remplacement. Et il y a d'ailleurs une chose aussi qui est à noter là-dedans, c'est que autant les deux grands récits précédents, celui de l'émancipation et celui de l'accomplissement de l'esprit, étaient quand même des récits collectifs, alors que le récit du transhumanisme est toujours celui qui est un discours qui s'adresse à tout le monde, mais à chaque individu en particulier. Et on ne voit pas d'ailleurs tellement bien ce que ce pourrait être une société de transhumains. Et en fait, c'est vraiment un grand récit qui est là pour flatter les fantasmes les plus archaïques de l'être humain. Donc voilà, vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas vieillir, voilà, ce genre de choses. Mais là,
je pense que chez un certain nombre de gens, c'est manipulé de manière très cynique pour simplement la continuation des affaires au quotidien. Alors, il y a un autre fantasme qui domine ces débats, peut-être n'est-ce pas un fantasme, c'est celui de la singularité. Donc, on parle souvent, c'est-à-dire ce moment où l'intelligence artificielle, les ordinateurs, pour le dire de manière un peu simple, vont devenir si puissants qu'ils vont dépasser le cerveau humain, vont développer leur propre autonomie et finalement dépasser l'homme. D'une certaine manière, les ordinateurs vont transformer l'homme en technologie obsolète. Est-ce qu'on peut dire que la question justement, ce fantasme ou ce mythe ou cet espoir ou cette possibilité de la singularité, comme on dit, est-ce que ça relève aussi de l'imaginaire du transhumanisme? Alors, oui, un des grands prophètes de cette singularité, c'est Ray Kurzweil, grand promoteur du transhumanisme qui travaille depuis un certain nombre d'années pour Google. Et d'ailleurs, là, on voit une illustration de ce que j'essayais de dire précédemment, c'est-à-dire que je ne suis pas sûr que, si vous voulez, les hautes sphères de Google croient véritablement aux promesses transhumanistes, mais il n'empêche que Google a tout intérêt à ce que le discours transhumaniste ait de l'audience, parce que pendant ce temps-là, ça permet à Google de développer ses affaires. Vous voyez, par exemple, on va dire aux gens que grâce au transhumanisme, vous n'allez plus mourir. Bon, mais alors en attendant, on n'y est pas encore, mais pour l'instant, on travaille dans cette direction. Et si vous voulez ne pas mourir, en fait, vous avez tout intérêt à collaborer le plus possible à ce mouvement. Et comment collaborer aujourd'hui? Eh bien, en donnant toutes vos données à Google, qui, grâce à toutes les corrélations que ces serveurs vont réussir à détecter à l'intérieur, va pouvoir vous faire de la médecine prédictive, vous donner les bons médicaments, etc. Et donc, en fait, vous voyez que si Google disait « donnez-nous toutes vos données », on hésiterait. Si on dit « donnez-nous toutes vos données parce que ça vous permettra de ne pas mourir », l'équation est un peu différente. Donc, je pense qu'au bout, il n'y aura pas l'immortalité, mais en revanche, l'empire de Google, lui, sera établi. Il me semble que c'est l'aspect le plus clair de l'opération. Alors, pour ce qui est de la singularité, c'est vraiment lié aussi à une vision d'ingénieur informaticien qui conçoit l'intelligence comme une puissance de calcul. C'est extrêmement réducteur de l'intelligence. Dans la Bible, par exemple, il y a un moment donné où Salomon adresse une prière au Seigneur pour lui donner un cœur intelligent, et il dit pour discerner le bien du mal. Et il semblerait que cette faculté de discerner le bien du mal ne soit pas une affaire de puissance de calcul. Mais encore une fois, dans cette idée d'ingénieur informaticien, je veux pas dire du mal ici des ingénieurs informaticiens dans leur totalité, de certains d'entre eux, en fait, il y a cette assimilation de l'intelligence à la puissance de calcul. Et alors là, on s'aperçoit qu'effectivement, si on poursuit les courbes de développement de la puissance de calcul depuis les années 1960, eh bien, il devrait se produire un moment dans les années 2030 ou quelque chose comme ça, où la puissance de calcul des ordinateurs dépassera la puissance de calcul des cerveaux humains. D'où cette idée que, à ce moment-là, la plus grande intelligence sur Terre, ce sera quelque chose deviendra quelque chose de non humain. Et ce que Kurzweil appelle la singularité, c'est ce moment, effectivement, où l'intelligence machinique devrait dépasser l'intelligence humaine. Mais en fait, là, il y a deux problèmes. Il y a le fait de la définition de l'intelligence qui est réduite à une puissance de calcul. Et puis, il y a aussi un deuxième problème, c'est que ces prédictions sont fondées sur ce qu'on appelle la loi de Moore. C'est Moore, un ingénieur qui le premier avait constaté cela, c'est que depuis les années 60, en gros, je le dis de manière très grossière, les formulations savantes sont un peu plus compliquées, mais disons que tous les 18 mois, la puissance des ordinateurs double. Voilà, c'est une courbe exponentielle. Mais alors,
En fait, un certain nombre de gens ont tendance à prendre cette loi comme une loi de la nature, comme les lois de la gravitation de Newton ou les équations de Maxwell. En réalité, c'est aussi lié aux efforts intenses de l'industrie informatique pour réussir justement à doubler la puissance des ordinateurs tous les 18 mois. Mais en fait, là, on arrive à une miniaturisation de plus en plus grande et à un moment donné, quand on arrivera à l'échelle des atomes, on ne pourra pas aller plus loin. Et donc en fait cette courbe en fait ne va pas pouvoir continuer sur le même rythme pendant bien longtemps. Donc les extrapolations qui sont faites sont vraiment extrêmement sujettes à caution, d'autant que ceux qui se concentrent sur la loi de Moore ne disent pas que en même temps les investissements à consentir pour réussir à coller à cette courbe eux-mêmes croissent exponentiellement et que là on va se heurter aussi au problème du système financier. Enfin, ceux qui prolongent ce genre de courbe ne parle pas du tout des courbes d'endettement et puis des courbes d'épuisement des ressources naturelles, des courbes démographiques, enfin, etc. Et il y a des tas d'autres courbes qui racontent une histoire différente. Et ce que je pense, c'est que dans les décennies qui viennent, nous aurons affaire à des convulsions très très grandes, mais qui seront d'un tout autre ordre que ce que nous promettent les transhumanistes. Nouveau. Smart Condo Plans est un système de gestion de plans simple et abordable sur le web. Permettez à vos clients de visualiser les unités disponibles en temps réel. Promoteurs immobiliers et gestionnaires de complexes pour aînés, facilitez les ventes et les locations de vos unités avec Smart Condo Plans en évitant les déplacements. Utilisez le code promo Plan COVID pour profiter d'une mise en ligne accélérée sur smartcondoplans.com. Vous êtes un acteur important de votre secteur d'activité. Vous avez des solutions ou des opinions à partager. Vous pouvez faire la différence. Exprimez-vous à faites-la-différence@commercialquebecormedia.com et faites-vous entendre avec la force de nos plateformes. Alors, je reviens sur cette idée de, appelons ça, l'être humain modifié. Modifié technologiquement, j'entends. Vous évoquez dans votre ouvrage la possibilité, dans le monde qui est peut-être même déjà un peu le nôtre, mais presque d'un nouvel eugénisme. C'est-à-dire, plus la connaissance sera fine des modes de production de l'être humain, plus il sera... Et on dit la possibilité, par exemple, d'empêcher la transmission de certaines maladies avant même la naissance de l'enfant, la possibilité d'agir sur le fœtus pour en faire réparer ce qui serait un fœtus défectueux d'une manière ou de l'autre. Ça peut aller quand même très loin. C'est-à-dire, certains s'en réjouiront peut-être au début en disant très bien, ça permet d'éviter telle ou telle maladie, mais on peut voir aussi la possibilité le fantasme de l'humain augmenté aussi par là. C'est-à-dire fabriquer un être humain augmenté dès la conception d'une certaine manière. Est-ce qu'on ne peut pas voir là justement une nouvelle forme d'eugénisme qui ne sera pas sans lien non plus avec un nouveau mode d'inégalité sociale qui pourrait être assez brutal quand même? Oui, alors là, vous voyez, justement, il y a le transhumanisme, le discours transhumaniste avec ses immenses promesses, et puis on pourrait dire qu'il y a le transhumanisme réellement existant. Et le transhumanisme réellement existant, ce sera pas des êtres humains avec des capacités incommensurables par rapport aux nôtres. Mais en revanche, il y a un certain nombre de firmes qui ont tout intérêt à développer le discours transhumaniste parce que le discours transhumaniste habitue tout un chacun à considérer l'être humain comme un chantier technologique. Et à partir du moment où chacun d'entre nous est considéré comme un chantier technologique, eh bien en fait, ça va permettre en fait tout un tas d'interventions qui restent aujourd'hui encore moralement problématiques. Et en fait, le discours transhumaniste est là pour abaisser, on pourrait dire, les réticences, affaiblir les réticences morales que l'on aurait vis-à-vis de ce type de manipulation. Mais vous voyez, dans la question de sélectionner des embryons, de faire des diagnostics
génétique sur l'ADN embryonnaire pour implanter ce qu'on va juger les bons embryons, etc. Vous voyez que là, on est très très loin de l'immortalité, de l'insymbiose avec la machine, etc. Et en fait, c'est là où c'est pour ça que je parlais beaucoup de l'heure du transhumanisme. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un certain nombre de promesses spectaculaires qui sont mises sur le devant de la scène, qui ne se réaliseront jamais, mais qui sont là, en fait, vous savez, c'est comme quand une armée attaque, je sais pas, fait le siège d'une ville, elle va simuler une attaque d'un côté, pendant qu'elle creuse une mine de l'autre côté pour attirer l'attention des défenseurs du mauvais côté. Et là, on va polariser l'attention sur un certain nombre de choses, pendant que des choses tout à fait concrètes se produisent sur un autre plan. Et là, en fait, avec ce qui se passe aujourd'hui, avec l'extension des cas où l'on aura recours à la procréation dite médicalement assistée, évidemment, qui dit procréation artificielle, dit possibilité de diagnostic sur les embryons. Et en fait, là, on a un coin qui est enfoncé. Et à partir du moment où les gens qui ont recours à ces techniques pour avoir des enfants pourront recourir à ces techniques, les autres se diront, alors nous qui faisons des enfants à l'ancienne, on court des risques que les autres ne courent pas, et ils vont réclamer éventuellement eux-mêmes le recours à ces techniques pour rétablir l'équilibre. Mais ça, effectivement. Mais vous voyez que là, il ne s'agit pas de donner des capacités extraordinaires à l'être humain sans équivalent, mais il s'agit d'adapter par diverses techniques le mieux possible l'être humain au monde ambiant. Alors, je fais un détour à travers un concept qui est à la mode aujourd'hui. On parle aujourd'hui beaucoup de l'antispécisme, c'est-à-dire qu'on ne veut pas reconnaître la distinction qualitative de l'homme par rapport à l'ensemble du vivant. L'homme ne serait qu'une partie du vivant parmi d'autres. Il ne devrait pas avoir un statut symbolique, ontologique, métaphysique distinct d'une manière ou de l'autre. Et ça, c'est le discours antispéciste qui nous vient d'une partie du champ idéologique. Mais est-ce qu'on peut dire qu'inversement, dans l'utopie transhumaniste, est-ce qu'il n'y a pas une autre forme, une récupération de cette idée d'une non-spécificité du genre humain, lorsque on le présente justement seulement comme une technologie, c'est-à-dire une technologie un peu défaillante, un peu vieillotte, un peu usée, une technologie qui n'est pas sans honneur, mais qui confirmerait, ne serait-ce que par la mort, le fait qu'elle est fondamentalement viciée dès le début. Est-ce qu'il n'y a pas, autrement dit, dans le transhumanisme, et donc là on peut, à partir du moment où ce n'est qu'une technologie, mais quel problème alors de l'augmenter technologiquement? Quel est le problème d'améliorer la bête si on est capable simplement par génie technologique? Est-ce qu'on ne peut pas dire que de ce point de vue, il y a une difficulté dans ce qu'on appelle l'imaginaire du transhumanisme à penser le propre de l'humain, à penser le propre de l'homme, à penser la singularité humaine? Oui, il y a une connexion très très claire entre le transhumanisme et l'antispécisme. Dans les deux cas, d'ailleurs, ce sont des gens qui vont récuser la singularité humaine et préférer parler de personnes. Et comme pour les antispécistes, il y aura des personnes animales comme il y a des personnes humaines. Pour les transhumanistes, il y aura aussi cette notion de personne permet de complètement diluer la notion d'humain, puisque la notion de personne pourrait s'appliquer aussi bien à un humain standard qu'à un humain amalgamé à la machine avec de toutes sortes d'augmentations. Et à ce moment-là, cette notion de personne, elle peut aller effectivement depuis l'animal jusqu'au cyborg. Là, de ce point de vue-là, effectivement. Mais on pourrait aussi voir que cette dilution d'un propre de l'humain, elle est à l'œuvre aussi dans la pensée cybernétique qui s'est développée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en particulier à partir des travaux de Norbert Wiener. Céline Lafontaine a bien étudié ce phénomène. Et chez Wiener, il conçoit tout être vivant comme étant caractérisé par un certain nombre d'informations qui vient se plaquer sur la matière. Et donc en fait, dans cette conception-là, effectivement, depuis l'animal jusqu'au cyborg, en fait, ce sont toujours des organismes cybernétiques. Alors il y a un autre point commun aussi, je dirais, entre les antispécistes et les transhumanistes, c'est aussi leur base de recrutement.
Parce que en fait, ce sont tous des gens qui vivent dans des grandes métropoles et qui ne savent pas ce que c'est que la nature. Jamais vous trouverez un paysan qui soit transhumaniste, ni un paysan qui soit antispéciste. Voilà. Alors, je vous relance sur ça parce que dans votre ouvrage, on trouve une critique implicite et explicite tout à la fois d'une certaine démesure moderne. Vous me direz si je vous comprends bien. Une certaine démesure moderne, il y a cette idée, vous le dites, la modernité technologique et tout ça devait, plus que technologique, devait permettre à l'homme de s'approprier le monde de plus en plus, de la raisonner et aujourd'hui, à certains égards, d'adapter le monde à l'homme. Et aujourd'hui, il y a une forme de grand retournement, c'est-à-dire que l'homme aujourd'hui est toujours appelé à s'adapter au monde qu'il a créé. Et il est dans une course sans cesse, une course sans cesse reprise et toujours essoufflante pour devoir s'adapter au monde qu'il a créé et il devient vite un produit périmé s'il n'est pas capable de s'adapter au monde qu'il a créé. Est-ce qu'on peut dire que dans votre ouvrage, L'heure et malheur du transhumanisme, il y a une critique justement de cette démesure moderne et un appel à retrouver ce qu'on pourrait appeler un monde à l'échelle de l'homme? Oui, dans un livre précédent, j'avais étudié cette question à partir en particulier de la pensée d'Ivan Illich, ça s'appelait Une question de taille. Je pense que beaucoup des maux dont nous souffrons ressortissent à des questions d'échelle. Si vous voulez, il y a beaucoup de débats qui sont qui tournent complètement à vide, juste à partir du moment où on ne tient pas compte de ces éléments quantitatifs. Si vous prenez par exemple la technique, alors il va y avoir des gens qui sont pour la technique et parce qu'ils sont pour la technique, ils sont pour n'importe quelle technique, et puis il va y avoir à côté des technophobes qui seront contre la technique. Il est évident que l'être humain, depuis qu'il existe encore une fois des êtres humains, a toujours eu un rapport avec la nature où une certaine technique est entrée en jeu. Mais en fait, vous voyez bien qu'entre la taille du silex et la centrale nucléaire, il se passe quand même quelque chose. Et si on ne fait sous l'étiquette technique, on range l'un et l'autre comme s'il y avait une continuité absolue entre les deux, on voit bien qu'on manque quelque chose. Et il ne s'agit pas d'être pour ou contre la technique, mais de savoir à quel moment la technique qui sert le développement humain se met à le desservir. Et en fait, pour toutes les questions, justement, souvent le bien et le mal ne résident pas dans des principes. Ils résident dans dans l'échelle à laquelle ils vont être appliqués. Il y a un dialogue de Platon qui est extraordinaire de ce point de vue-là, c'est le Philèbe, où il y a Socrate qui vient discuter avec un disciple de Philèbe sur ce qu'est le souverain bien. Et en fait, c'est vraiment un dialogue très intéressant où Socrate arrive avec l'idée en tête que c'est la philosophie, la sagesse qui est la connaissance philosophique et le souverain bien. Le disciple de Philèbe en face de lui va soutenir que c'est la réalisation de ses désirs qui produit le plaisir. Et finalement, les deux vont évoluer au cours du dialogue et vont finalement convenir à la fin que le souverain bien, c'est la juste mesure. Parce que, en fait, précisément, tout principe, aussi bon qu'il soit, s'il est appliqué trop loin, il devient mauvais. Et donc, en fait, ce qui est absolument bon, c'est toujours la juste mesure. Alors, justement, dans votre ouvrage, et vous l'avez déjà traité dans un autre livre, vous nous dites l'être humain est, presque dans sa nature, a une dimension communautaire, un besoin communautaire, un besoin d'appartenance. Et longtemps, l'homme a vécu dans de petites communautés, des petites communautés où il pouvait relativement s'autodéterminer parce que la communauté avait sa cohérence, justement. Et le monde qui est le nôtre aujourd'hui vient faire violence à cette aspiration communautaire d'une manière ou d'autre, à cet instinct communautaire, ce désir d'appartenance. Et d'une certaine manière, il va chercher, je tire ça dans ma direction, mais il va chercher toujours à se créer de nouvelles tribus d'une certaine manière pour compenser la disparition des communautés naturelles où il pouvait s'inscrire. Dans cet esprit, est-ce qu'on peut dire que l'horizon de notre temps consiste moins justement à se laisser porter par ce fantasme démiurgique du refaçonnement du monde à l'image de la volonté humaine magnifiée, mais tout simplement redécouvrir une échelle humaine à la fois pour les communautés politiques, mais aussi une échelle humaine dans notre rapport à la technique?
Oui, tout à fait. Mais vous voyez, je parlais du terme technique qui devenait trompeur lorsqu'on englobait sous la même étiquette la taille du silex et la centrale nucléaire. On va dire que le terme société est également trompeur lorsqu'on l'emploie aussi bien pour désigner un petit groupe de chasseurs-cueilleurs et puis les gigantesques sociétés contemporaines. Et la première caractéristique d'un groupe humain, c'est sa taille. Avant même toute question d'institution, de fonctionnement, de mode de fonctionnement, c'est d'abord sa taille. Déjà parce que la taille va déterminer énormément des modes de fonctionnement possibles. Et en fait, il y a un penseur du XXe siècle qui a bien saisi cette différence, c'est Hayek. Et Hayek parlait des communautés traditionnelles et puis les grandes sociétés modernes qui il appelait ça extended order, l'ordre étendu, et il remarquait bien que c'est l'être humain à l'intérieur de ces deux types de groupes était appelé à vivre de manière très très différente. Et alors ce que remarquait Hayek, c'est que de manière génétique naturelle, en fait, effectivement, l'être humain depuis le Paléolithique jusqu'à il y a très peu de temps a vécu au sein de petites communautés, et donc en fait c'est à ça qu'il est naturellement adapté. Et avec les grandes sociétés, l'ordre étendu dont parle Hayek, il est amené à vivre dans un monde totalement différent. Et ce que dit Hayek, il voit bien qu'il y a une grande tension qui est créée à l'intérieur des individus modernes du fait de la discrépance entre des facultés naturelles et le monde dans lequel nous sommes plongés. Mais alors la réponse de Hayek, c'est oui, mais il faut par une sorte d'ascèse, surmonter nos désirs communautaires pour nous donner complètement, pour répondre totalement aux réquisitions de l'ordre étendu. Vous voyez, en fait, chez la réponse que donne Hayek et un peu la réponse que donnent les transhumanistes aussi à nos difficultés aujourd'hui à trouver notre place dans la société, c'est plutôt que de dire peut-être qu'on a fait évoluer la société dans une mauvaise direction, peut-être qu'il faudrait faire quelques pas en arrière ou des choses comme ça. Ils vont dire non, on continue dans la même direction et puis on va trouver des solutions du techno-fixe, on va trouver des technologies qui nous aident à tenir le coup. Donc c'est assez curieux chez Hayek parce que Hayek est conscient du problème et en même temps il lui donne une réponse à laquelle je n'adhère pas. Alors, il nous reste le temps d'une question. Vous nous dites finalement, il faut faire de l'homme la mesure des développements donc de la société, mais aussi du développement de la technique, si je comprends bien. Or, la réponse qui sera souvent faite consiste à nous dire peu importe ce que l'on peut souhaiter, peu importe les limites que l'on veut poser, si l'homme peut le faire, l'homme va le faire. C'est-à-dire que le développement technique répond non pas à presque une volonté humaine, mais presque un développement naturel. Chaque nouvelle innovation en engendre de nouvelles. Donc, dans cet esprit, de quelle manière peut-on transformer dans votre perspective, notre rapport à la technique pour rompre avec cette idée qu'elle se développera d'une manière ou de l'autre et qu'on doit tout simplement s'adapter au rythme du progrès? Enfin, le fait que le fait que la technique se développe toujours davantage, vouloir ancrer cela dans une nature humaine me semble extrêmement contestable. En fait, toutes les sociétés traditionnelles ont su mettre des limites à certaines choses. C'était des sociétés de la limite. Les grands préceptes grecs, c'était rien de trop, et puis connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même, ça voulait dire, en fait, ça voulait pas dire va faire une psychanalyse, ça voulait dire ne te monte pas la tête, sache que tu n'es pas un dieu, que tu es un mortel. Et puis on disait que Hercule avait inscrit à Gibraltar, sur les colonnes qui portent son nom, la sentence nec plus ultra, pas plus loin.
loin. Et puis on s'aperçoit que Charles Quint, au XVIe siècle, eh bien, il prend comme devise de son empire plus ultra. Et là, on a vraiment ce renversement entre la sagesse ancienne et médiévale et cet appétit moderne du dépassement de toutes les frontières. Mais si c'était vraiment dans la nature humaine, on comprend pas très bien pourquoi il aurait fallu attendre le XVIe siècle européen pour que ça s'exprime. En fait, je pense aussi que, il me semble qu'aujourd'hui, le principal empêchement que l'on aurait à mettre des limites au développement technologique, c'est que depuis justement la Renaissance, en fait, le développement technique est devenu le principal dispensateur de puissance. Et donc, en fait, quand bien même on se dit qu'il faudrait mettre des limites à ce développement, le risque de toute société, toute communauté qui se met à l'écart de ce développement, c'est de se trouver asservi par ceux qui auront continué sur la voie du développement. C'est exactement ce qui s'est passé au XIXe siècle pour des tas de peuples sur la Terre qui se sont trouvés colonisés par les Européens, simplement parce que grâce à leur technique supérieure, les Européens avaient des canons et des fusils contre des arcs et des saguets. On ne peut pas comprendre la frénésie technologique qui s'est emparée de la Chine au cours des dernières décennies, si on ne se rappelle pas que pour les Chinois, le siècle 1850-1950, c'est ce qu'ils appellent le siècle de l'humiliation, parce que l'Empire du Milieu vivait tranquillement chez lui, et puis qu'à un moment donné, les Européens ont débarqué et ont fait des guerres de l'opium, enfin des guerres absolument insensées, simplement parce qu'ils pouvaient se le permettre grâce à leur armement. La phrase qu'a prononcée Mao en 64 après l'explosion de la première bombe nucléaire chinoise, ça a été: maintenant plus personne ne pourra rire de la Chine. Et en fait, voilà, c'est ça le problème. Et prenons aux États-Unis la communauté des Amish, qui elle vit en refusant cette spirale technologique. En fait, la société des Amish, elle n'est viable que parce que quelqu'un avait dit parce qu'elle est sur le porte-avions américain, c'est-à-dire qu'elle est protégée. Si vous mettez la communauté des Amish en Irak, je pense qu'elle va pas durer longtemps. Et donc là, effectivement, la puissance que donne la technique ne peut pas être ignorée. Alors cela étant, ce que je pense moi personnellement, c'est qu'au cours du XXIe siècle, il va y avoir des craquements un peu partout. Que dans un bon nombre de cas, la technologie va venir à nous manquer. Et en fait, on est dans une situation où à la fois il est très dangereux de rompre avec la technologie parce qu'on risque l'asservissement à ceux qui auront continué la course, mais en même temps, il est très dangereux de se confier totalement à la technologie, parce que si la technologie, à un moment donné, vient à faire défaut, eh bien, on aura perdu les moyens de vivre. Donc, en fait, aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est à la fois disposer de la technologie tout en sachant nous en passer. Olivier Rey, je vous remercie infiniment pour votre passage où se démène le monde. Merci beaucoup pour votre invitation. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Ainsi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permet de faire connaître la série au plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Et chaque semaine, vous pouvez me suivre à la Joute à TVA. Animation et recherche, Mathieu Bock-Côté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.